La guerre, c'est un sujet très grave. C'est un sujet qui demande le regard éclairant et éclairé d'experts, d'hommes et de femmes, dont le savoir permet d'y voir plus clair dans une société où tout va trop vite. Monsieur Juillet, nous vous poserons 3 questions. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Quelle paix pouvons-nous attendre? Quel monde à venir dessine ce conflit? Merci. Alors, première question, comment on en est arrivé là? C'est évidemment une vraie question dans laquelle je crois que beaucoup de choses se mêlent, si vous voulez, mais en ce qui concerne, il faut bien le dire, les Français et les Allemands, nous sommes responsables de la situation actuelle. Et ça, il faut le dire haut et fort, parce que nous avons voulu, quand on a vu les problèmes qu'il y avait en Ukraine, on a voulu intervenir en tant que les deux grandes puissances européennes pour trouver une solution au problème, en liaison avec les Russes et avec les Ukrainiens. Ça a été les accords de Minsk I. Puis, comme ça ne marchait pas, il y a eu une nouvelle négociation qui a été les accords de Minsk II. Mais il faut bien reconnaître que jamais, ni les Français, ni les Allemands n'ont fait le moindre effort pour que ces accords soient respectés, alors que nous les avions signés en vue de faire la paix dans la région. Donc nous sommes totalement coupables de la situation actuelle. Même si, c'est le deuxième volet si vous voulez, il faut être conscient que les Américains avaient tout fait pour faire basculer l'Ukraine du côté occidental, et on l'a vu en particulier lors de l'affaire de la place Maïdan. Ils avaient tout fait pour faire basculer sur le côté occidental, et à partir de ce moment du renversement du régime en place dans le cadre de Maïdan, de la place Maïdan, on a vu à ce moment-là les Américains directement, et même au plus haut niveau, on a vu le fils Biden devenir patron d'entreprise ukrainienne, ou du moins numéro 2 d'entreprise ukrainienne, mais on a vu aussi, dans le même temps, on a vu aussi les Américains, à côté de leurs investissements directs, et il semblerait qu'il y en a eu beaucoup, y compris dans le domaine de la défense, on voit qu'à côté, il y a eu une aide considérable apportée par l'OTAN, et là je ne suis pas sûr qu'à l'époque, nous, les Européens, étaient conscients de l'aide qui était apportée par l'OTAN à l'armée ukrainienne, et qui montre bien que les Américains, quels que soient les accords que les Européens avaient pu signer à Minsk, n'en ont respecté aucun, puisqu'ils ont tout fait pour continuer à attiser la situation en Ukraine, afin que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN, c'est clair, membre de l'Union européenne, et soit une sentinelle avancée ou une position avancée des Américains dans le conflit avec les Russes. C'est clair. Et je cite, pour être précis, si je dis ça, c'est parce que Mme Victoria Nuland, qui était la responsable de l'Ukraine en 2014, l'a expliqué au Congrès des États-Unis en début de cette année. Donc, si vous voulez, je cite mes sources. Elle est aujourd'hui secrétaire d'État adjointe, elle est le numéro 2 après M. Anthony Blinken. Donc, on comprend aussi que dans ces conditions-là, cette femme qui avait été à la tête de la manœuvre américaine à l'époque de la place Maïdan, qui a dit que les Américains y avaient investi 5 millions de dollars pour renverser, 5 milliards de dollars, pardon, 5 millions de dollars, oui, je ne dis pas de bêtises, pour renverser le système, ce qu'elle a dit au Congrès. Donc on voit bien que les Américains avaient une politique et qu'ils l'ont continuée en dépit de tout jusqu'à maintenant. On croit que les choses sont claires. Mais nous, on a été incapables de le prendre en compte. Alors, est-ce qu'on le savait, est-ce qu'on ne savait pas? En tout cas, on n'a pas réagi. Et on a été incapable de faire appliquer les accords que nous avions signés. Et je crois que ça résume
au-delà de toutes les autres considérations, ça résume la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Quelle paix pouvons-nous attendre? Alors là aussi, là où nous avons, c'est compliqué parce que nous avons deux positions différentes. Il y a la position, on y reviendra, la position européenne, qui est évidemment de faire la paix le plus vite possible, parce que l'ensemble des mesures qui ont été prises coûtent très cher, les sanctions sur le plan économique, on pourra y revenir, mais également, il faut bien le dire, les ponctions sur le plan militaire qui sont faites sur les forces militaires des différents pays au niveau du matériel. Mais de l'autre côté, nous avons les Américains qui, eux, visiblement, en tout cas les néoconservateurs, et l'équipe qui est derrière Anthony Blinken, tout cela souhaite par contre que on mène contre la Russie en Ukraine une guerre d'usure, un peu comme elle s'est faite en Afghanistan, avec l'espoir comme ça que les Russes seront très affaiblis sur le plan militaire, et donc ils ne pourront pas participer à un conflit que l'Amérique pourrait faire contre la Chine. Et là, je voudrais revenir à ce qui s'était passé avec le président Trump, parce qu'on a complètement oublié que pourquoi le président Trump a été accusé par les néoconservateurs d'être proche des Russes. C'est parce que le président Trump, qui avait décidé, analysé avec l'État profond américain, que le véritable adversaire des États-Unis, c'était la Chine, parce que la Chine était en train de prendre le leadership mondial et qu'il fallait les empêcher de le faire. Donc Trump savait très bien que pour ça, il fallait concentrer tous les moyens de l'Amérique vers la Chine, pour lutter contre la prise du pouvoir économique et autres par les Chinois. Et dans ce cadre-là, il fallait qu'il soit tranquille sur le plan européen. Donc il fallait faire la paix entre la Russie, les États-Unis et l'Europe. Et c'est pour ça, alors bien sûr, une paix armée, donc c'est pour ça qu'il a encouragé les Européens à investir 2% de leur PIB, pas seulement la France et l'Angleterre, mais tous les pays d'Europe, en disant « vous devez assurer la défense de l'Europe face au risque russe, s'il est là, pendant que nous, on va pouvoir se consacrer à fond aux problèmes chinois ». Ça, c'était la vision de Trump. Aujourd'hui, les néoconservateurs, qui ne sont pas du tout dans cette vision-là, parce qu'il y a une opposition à la Russie qui est depuis Brzezinski, et pour cause, parce que la plupart des théoriciens de cette opposition à la Russie viennent tous des pays de l'Est. Brzezinski, il suffit de voir son nom, il n'y a pas que lui. Victoria Nuland, elle était avec Kagan, et souvenez-vous des ambassadrices qu'on avait aux Nations Unies. Beaucoup de nos néoconservateurs américains sont des gens qui sont venus des pays de l'Est et donc qui ont, je dirais, une revanche à prendre par rapport à ce qu'ils ont subi ou que leurs parents ont subi à l'époque avec l'Union soviétique. Ça, c'est clair. Le problème, c'est donc, qu'est-ce qui va se passer au mi-terme, au mois de novembre, des élections américaines intermédiaires, comme vous savez. Si j'en crois tout ce qui est écrit dans les journaux américains, Biden a perdu et c'est les hommes de Trump qui vont revenir. À ce moment-là, je pense qu'on va avoir une pression très forte des hommes de Trump, et de Trump derrière, bien sûr, pour faire la paix en Europe, de manière à pouvoir se consacrer à la Chine. On revient à la stratégie trumpienne. Si c'est Biden qui passe avec les néoconservateurs, la tentation est de continuer cette guerre d'usure qui fatigue la Russie. Mais quant aux Européens, eux, il est évident que quand on voit la situation, les sanctions qui ont été faites contre la Russie, qui ont été proposées par les États-Unis, il ne faut pas rêver, ce n'est pas les Européens qui ont inventé les sanctions. Elles ont été proposées. La preuve en est, c'est qu'elles pénalisent les Européens, elles ne pénalisent pas les États-Unis. Donc il faut quand même regarder les choses sérieusement. On remplace le gaz venu de Russie par le gaz de schiste, interdit en France, de prospection et d'exploitation, mais qui depuis quelques semaines maintenant rentre par les ports méthaniers en venant des États-Unis pour remplacer le gaz russe. Donc on voit bien que, en définitive, celui qui ne perd pas dans les sanctions, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis.
Par contre, nous les Européens, les sanctions nous coûtent très cher et en plus déclenchent une inflation qui était déjà sous-jacente, mais qui alors là, maintenant, est évidemment très forte et va encore continuer pendant 2-3 ans, en mettant à mal toutes nos économies, y compris l'économie allemande, ce qui est très important compte tenu de la place de l'Allemagne actuellement en Europe, sur le plan économique. Alors, on a donc les Européens qui sont en difficulté économique et qui voudraient bien que tout s'arrête, parce qu'il est évident que à ce moment-là, les choses s'arrangeraient. Je ne dis pas que toutes les sanctions s'arrêteront du jour au lendemain, mais on retrouvera un niveau d'échange plus normal. Seulement, comment faire la paix quand vous avez d'un côté les Américains qui, pour le moment, ne souhaitent pas la faire, et d'un autre côté, le président ukrainien qui s'est révélé un vrai chef de guerre. Alors on peut discuter de M. Zelensky, de ce qu'il a pu faire avant, de ses relations plus ou moins coupables avec certains oligarques et de ses investissements à l'étranger. On peut dire beaucoup de choses sur Zelensky. Mais indiscutablement, sur le plan que le chef de guerre, il s'est révélé un vrai chef de guerre pour l'Ukraine. Il s'est révélé un patron, à la surprise de beaucoup d'ailleurs d'Ukrainiens. Ceci étant, le problème, à ce moment-là, on bascule sur le problème militaire. Et sur le plan militaire, il est évident, alors maintenant les gens en doutaient encore il y a 15 jours, mais la chute de Sévérodonetsk, celle de Lysychansk, qui était pourtant annoncée comme un bastion qui allait résister pendant des semaines. Bon, il a fallu moins d'une semaine pour qu'il bascule. Et aujourd'hui, on voit bien que l'armée russe est en train d'enfermer, car c'est ça le problème, plus je dirais que les villes qui tombent, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important de voir, c'est qu'une partie importante de l'armée ukrainienne est en train de se faire complètement encercler dans le Donbass, et qu'une fois qu'ils seront encerclés, ils n'auront qu'une solution, c'est se rendre. Or, que fait une armée quand elle a perdu 20, 30, 40 000 hommes qui sont faits prisonniers? Et c'est ça qui est en train de se faire actuellement. L'armée ukrainienne, bon, elle se bat avec les moyens qu'elle a, on pourra revenir, mais l'armée ukrainienne, le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, elle est prise au piège par les Russes, la stratégie russe qui crée des poches qu'on dit en termes militaires, qu'elle réduit les unes après les autres, c'est-à-dire qu'elle les encercle, elle crée une poche, et ensuite les gens n'ont plus qu'à se rendre. Seulement en se rendant, c'est un affaiblissement général. On ne voit pas, c'est pas uniquement une perte territoriale, parce qu'on enlève les soldats qui vont disparaître des possibilités de manœuvre. Donc, si vous voulez, on se retrouve aujourd'hui, on est en train de se retrouver, parce que ça y est, avec toute une série de poches dans lesquelles l'armée ukrainienne est piégée et va devoir se rendre, et à partir de ce moment-là, donc l'armée ukrainienne va être en grande difficulté. Je ne crois pas une seconde que les Russes veulent aller plus loin que le Dniepr. Pour moi, c'est clair. Et pour une raison historique, que tout le monde a oublié. C'est qu'est-ce qu'était l'Ukraine avant le traité de Versailles de 1918, où nous avons démembré l'Empire austro-hongrois, il ne faut pas l'oublier, et nous avons donné la partie nord de l'Empire austro-hongrois, on en a fait l'Ukraine de l'Ouest, et qui a été rattachée à l'Ukraine de l'Est, qui était la Ukraine russe depuis toujours. Il ne faut pas l'oublier. En réalité, ce qu'on voit aujourd'hui n'est que la continuation de la coupure qui existait avant 1918. Vous voyez, alors après, il y a eu l'histoire de la guerre, tout ça, mais ce n'était que la continuation. En réalité, l'Ukraine n'est pas un monolithe, comme on voudrait nous le faire croire. C'est au minimum 2 morceaux, un morceau, je dirais, d'origine autrichienne et un morceau d'origine russe. Et si vous ajoutez en plus qu'au nord, il y a une partie qui se considère comme polonaise, alors en plus vous avez une Ukraine beaucoup plus réaliste que celle qu'on nous décrit. Donc, que la partie russe veuille retrouver la frontière russe de toujours, enfin de toujours, d'avant 1918, car c'est ça qui est intéressant, et que les autres, et qu'elles ne veuillent pas aller plus loin, parce que les Russes savent très bien que la partie anciennement autrichienne, de l'Austro-Hongrois, cette partie-là, elle déteste la partie russe. Parce qu'à partir de 1918, ils sont devenus soviétiques, alors qu'ils ne le voulaient pas,
Il ne faut pas l'oublier, et ils ont subi le joug soviétique, le Parti communiste et le passage en sovkhoz et ainsi de suite, dont ils ne voulaient pas. Donc ces gens-là, traditionnellement, détestent les Russes. C'est d'ailleurs pour ça que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont basculé du côté allemand. On l'oublie toujours, mais tout ça, ça se tient. S'il y a une histoire, il faut la connaître, l'histoire, pour parler de ces pays-là. Vous voyez? Alors, donc, qu'est-ce qui peut se passer? La seule vraie question, c'est est-ce que les Russes veulent Odessa pour contrôler complètement la mer Noire ou pas? S'ils prennent Odessa, c'est terrible pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'a plus de débouchés maritimes, donc ça leur posera un grand problème. Et c'est vrai que pour les Russes, par contre, ça leur assure en même temps la sécurité et le lien avec la Transnistrie en Moldavie, il ne faut pas l'oublier, qui est une région pro-russe. Donc ils régleraient le problème également de la Transnistrie et de la Moldavie, qui pour eux est un problème important. Donc est-ce qu'ils vont vouloir aller jusqu'à Odessa, et ça se fera après la chute du Donbass? Est-ce qu'ils le négocieront dans le cadre d'un accord international de paix? Pourquoi pas? On peut imaginer beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qu'ils ne pourront jamais accepter, c'est qu'Odessa devienne une base OTAN. Si l'Ukraine de l'Ouest, bien entendu dans le cadre de cette séparation en deux parties, bascule dans l'OTAN comme elle le souhaite, il est évident que jamais les Russes ne pourront accepter qu'on mette une base OTAN à Odessa, à quelques centaines, même pas, une centaine, quelques kilomètres, on dirait, de la Crimée, et de leur plus grande base navale, une de leurs deux plus grandes bases navales, exactement comme les Américains n'accepteraient pas qu'à côté de la Floride, à Cuba par exemple, à Guantanamo, à côté de la base américaine, on mette une base russe. Ça serait insupportable. Donc là, pour moi, c'est le seul problème aujourd'hui dans les négociations. Le reste, s'il est réglé, de fait, il est en train de se régler. Quel monde à venir dessine ce conflit? Je crois que ce monde, je pense que l'Ukraine est le révélateur, beaucoup plus. C'est pas la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais pour moi, c'est un épiphénomène. Et bien sûr, il y a des pauvres gens qui se font tuer, c'est une horreur, mais le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est de savoir. C'est un problème de relation et de relation de pouvoir entre deux forces majeures, l'une qui a dirigé le monde depuis 100 ans, les Américains, et une qui a l'ambition de le diriger pour au moins 100 ans, en revenant à la grande puissance qu'elle a pu être, la Chine. Le problème, il est là. Et si vous voulez, donc on ne peut pas comprendre la position des Américains, la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe, et tous les conflits d'ailleurs, sans tenir compte de ça. On ne peut pas comprendre le repli du Moyen-Orient, le repli d'Irak, le repli de Syrie. Ils ont gardé que les puits de pétrole, mais le reste, ils sont repliés. Les accords d'Abraham, signés par le président Trump avec le Koweït, Bahreïn, les Émirats, le Maroc, et que le roi d'Arabie, le Premier ministre d'Arabie Saoudite, le prince régnant Bin Salman, a accepté en disant bien qu'il ne pouvait pas signer les accords d'Abraham parce qu'il était le gardien des lieux saints à Jérusalem, il fallait régler le problème de Jérusalem, mais que sur le reste, il était d'accord. Pourquoi tout ça? Parce que les Américains ont décidé de se retirer du Moyen-Orient pour pouvoir se consacrer à la Chine. Donc on voit bien de tous les côtés. En Europe, Trump voulait que nous, on puisse faire la défense de l'Europe pour pouvoir... Et aujourd'hui, l'OTAN nous dit, on est tous solidaires, vous allez nous accompagner, l'OTAN, vous allez nous accompagner pour nous battre en Chine. Ce qui pose un vrai problème, parce que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne parle pas de l'Asie dans sa conception. Donc pourquoi les Européens devraient aller se battre là-bas en supplétif des Américains? Donc on voit bien que tout ce qui se passe aujourd'hui doit s'intégrer dans ce grand conflit majeur entre deux blocs. Alors, ce qui est important de voir derrière, c'est que il y a la guerre, bien sûr, en Ukraine, guerre dans laquelle nous apprenons, nous les Européens,
que nous ne sommes pas équipés pour faire la guerre face aux Russes, et là on le découvre, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat, l'armée ukrainienne a été entraînée, d'après ce que tout le monde dit, l'armée ukrainienne a été entraînée par l'OTAN depuis 2014, progressivement. On leur a fourni du matériel, on en fournit de plus en plus aujourd'hui, en prenant sur nos propres forces vives. Il n'empêche que, pour le moment, c'est les Russes qui progressent. C'est pas les autres. Quoi qu'on en raconte, c'est pas les Ukrainiens. Il faut aussi, là aussi, il faut tordre le cou à une opération de désinformation qu'on a subie depuis le début et qui voulait dire que les Russes sont nuls et que les autres sont bons. Non. Les Russes, ils ont fait des erreurs, il n'y a pas de doute là-dessus. Au départ, il y a eu des erreurs stratégiques. Il faudra savoir pourquoi, mais pour ça, il faudra savoir les raisons réelles pour lesquelles ils sont rentrés en guerre à cette date-là. Il y a certainement des raisons, mais on ne les connaît pas aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Mais derrière ça, il est évident que les Russes, tous les jours, ils gagnent des kilomètres et puis ils sont en train d'occuper le terrain et qu'on va s'apercevoir qu'à un moment, ça y est, ils auront atteint leurs objectifs. Et là, négociation, ou alors ils mettent un mur, comme Israël a fait en Palestine, on construit un mur, ou alors les Américains et les Mexicains, et puis on met l'armée derrière. Donc on voit bien qu'on arrivera à un processus de paix armée ou de paix tout court. Il faudra bien trouver une solution. Mais ce qui m'intéresse, moi, beaucoup, ce que je vous disais, la guerre en Ukraine n'est qu'un des problèmes. On voit donc le retrait du Moyen-Orient. On voit le développement, on voit la baisse, et là c'est le résultat, c'est les sanctions qui ont fait apparaître cela, la baisse de pouvoir du dollar sur le marché mondial. Depuis 1945, les accords de Bretton Woods, les Américains dominent le monde avec le dollar. Le dollar est monnaie de référence, monnaie d'échange, pour les énergies par exemple, et pour plein de choses. Ce qui est fascinant, c'est de voir que depuis le début de la guerre en Ukraine, en réalité, on s'aperçoit que le dollar, il perd pied sur un certain nombre de choses. Le volume que nous perdons, ou presque, le volume de gaz que l'Europe ne reçoit plus est compensé par le volume exporté par la Russie vers l'Inde. Mais comment l'Inde paye à la Russie? Elle paye en roubles. Dans le même temps, on voit le Bin Salman en train de négocier avec les Chinois pour fournir du pétrole qui sera payé en yuan. Donc on voit bien que ce qui était la base, le dollar classique, il est remis en cause. Et si vous regardez la réunion des BRICS avec le Brésil, l'Afrique du Sud, aucun n'a accepté les sanctions d'ailleurs, aucun de ces pays n'a accepté les sanctions, on voit que tous ces pays, les grands pays émergents, ont dit « Attendez, on travaille ensemble, on se met en place des systèmes qui remplacent le fameux SWIFT qu'on a à Bruxelles, vous savez, pour les échanges d'argent, de créances entre les banques. Nous, on croyait qu'on allait tuer la Russie en l'interdisant de SWIFT. On découvre que les Chinois ont un système, le CIPS, qui est aussi efficace que le SWIFT et qui commence à être utilisé par plein de gens. Donc, en définitive, notre système financier, le système du dollar, et avec aussi les lois extraterritoriales qui accompagnaient l'usage du dollar au profit des Américains. Tout ça est en train progressivement de s'effondrer. Et là, c'est très très grave parce que c'est la domination économique de l'Amérique qui est mise en cause. Donc, si vous voulez, moi je pense que l'Amérique va rester dans le futur avec comme seule vraie domination la domination militaire. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus pour gagner. Parce qu'on ne sait pas gagner les guerres. Même l'Amérique n'a jamais gagné de guerre depuis une éternité. On sait faire la guerre, mais on ne sait pas la gagner. Les Occidentaux. Et quant aux Chinois, ils n'ont jamais fait la guerre hors de chez eux dans toute leur histoire. Alors ça, s'il y a un peuple qui n'est pas belliqueux, c'est bien le Chinois. Il ne faut pas l'oublier lorsqu'on parle de Taïwan et des autres. Jamais les Chinois, depuis des millénaires, n'ont fait la guerre hors de chez eux. Par contre, ils ont fait du commerce. On voit bien que la domination chinoise est basée sur le commerce, alors que la domination américaine, qui était basée sur l'économique, ne pourra plus être basée que sur la défense, et ça, c'est pas suffisant. Donc, on voit bien qu'il y a un changement qui est en train de se faire, tout à fait extraordinaire, ça va prendre 20-30 ans, ça va pas se faire en un jour. Et là-dedans, l'Ukraine n'est qu'un petit événement, comme il y en aura d'autres, seulement nous sommes particulièrement touchés par l'Ukraine, parce que ça se passe en Europe.
Comme me disait une amie sud-africaine l'autre jour, elle me disait, ce qu'il y a de formidable cette fois-ci, c'est une guerre de blancs. Il y a les blancs du Nord qui se battent contre les blancs de l'Ouest et les blancs du Sud. Vous êtes en train de vous entretuer et pour la première fois, ce n'est pas nous les victimes. Ben, ça fait réfléchir.